Aujourd'hui, on va se livrer à quelques exercices de gymnastique dans l'espace, faire cabrer et partir en piqué, un A310, avant d'entreprendre une session de chute libre éternelle dans une boîte. Contrairement aux astronautes évoluant dans la Station spatiale internationale, depuis que j'existe, il n'y a pas eu un seul instant où je n'ai pas eu de poids. Mon corps a toujours appuyé quelque part, été comme attiré, tiré vers le bas. Mes fesses posées sur une chaise, mon dos sur un lit, mes pieds sur le sol. Il n'y a pas eu un seul instant où je n'ai pas un peu appuyé sur quelque chose. Mais pour la première fois de ma vie, je suis sur le point de ne plus le ressentir. En une microseconde, le sol se dérobe discrètement sous mes pieds, et voilà que mon poids a complètement disparu. Il était là pendant des décennies, et d'un coup, il n'est plus. Comme si j'étais dans l'espace, en orbite, autour de la Terre. Et mes pensées, tout comme mon corps, sont alors propulsées dans un nouveau monde étrange. Dans ce monde-là, initier un mouvement, c'est le garder, jusqu'à ce qu'un obstacle ne vienne l'arrêter. Un monde où les notions de haut et de bas ne font plus sens, jusqu'à ce que votre poids, de façon soudaine, ne se rappelle à vous. Vous l'aurez compris, j'ai eu l'occasion de participer à la dernière campagne scientifique en vol 0G du CNES. Ces vols paraboliques au cours desquels des expériences scientifiques sont menées en apesanteur, et ce sans avoir besoin d'aller dans l'espace. Et pour comprendre comment quelque chose d'aussi étrange est possible, il va nous falloir prendre un peu de recul et nous intéresser à la vertigineuse trajectoire prise par l'A310 dans lequel nous sommes en train de voler. Quand je parle ici de vertige, je pèse mes mots, car pour nous mettre en état d'impesanteur, l'avion doit passer en l'espace d'une vingtaine de secondes, de quelques 6000 mètres d'altitude à 7500, et son inclinaison atteindre les 50 degrés. Durant cette phase de montée, à l'intérieur de la carlingue, les corps comme les objets sont soumis à une hypergravité, aussi inclinée par rapport à l'horizon que ne l'est l'avion en train de cabrer. Ils sont comme écrasés par leur propre poids, dont la valeur est presque doublée. Et pendant ce moment-là, à l'intérieur, tout le monde fait profil bas, travaille sa résilience et attend que cette puissante force qui cherche à vous coller au sol ne disparaisse. Les joues s'affaissent, la cage thoracique est comme compactée, et le cœur, contraint de redoubler d'efforts pour amener le sang jusqu'à la tête, se serre. Ce désagrément, cette étrange sensation de lourdeur, est le prix à payer pour qu'enfin, après 20 secondes d'hyperpesanteur, et une fois l'angle et la vitesse souhaitée de l'avion atteints, s'ouvre presque instantanément une courte parenthèse de légèreté absolue, la délivrance, l'impesanteur. Et vous l'aurez compris, en réalité, cette apparente lévitation n'est qu'une illusion, dont la magie ne dure que 22 petites secondes, avant que de nouveau nos poids se rappellent à nous, et que les pilotes de l'avion ne renouvellent la manœuvre permettant d'accéder à cet étrange état. Ainsi, pour se retrouver dans cet état sans avoir à aller dans l'espace, il suffit de réaliser un ingénieux tour de passe-passe, qui consiste à, en quelque sorte, cacher momentanément les effets de la gravité. Et pour ce faire, pour être capable de nous offrir ces parenthèses successives d'existence momentanément dépourvues de poids, les pilotes doivent maintenir l'avion précisément sur une trajectoire de vol parabolique, savamment pensée, pour accélérer en direction du sol à la même vitesse que ne le ferait un objet en chute libre dans le vide. Et voilà pourquoi, pendant cette phase, on ne ressent plus son propre poids, alors qu'en réalité, nous sommes tous en train de tomber. Et histoire de rajouter encore un peu de vertige à cette manœuvre, que j'ai ici filmée depuis le hublot, et où l'on peut voir au cours d'une parabole l'impressionnante inclinaison par rapport à l'horizon des ailes de l'avion. Sachez que de façon un peu contre-intuitive, la phase d'impesanteur se répartit symétriquement de part et d'autre de la trajectoire de la parabole. Elle commence en sortie d'hypergravité, alors que l'avion décélérant est encore en train de monter, et se poursuit une fois que celui-ci se met à redescendre, presque en piqué, en accélérant. Je vous laisse méditer et léviter là-dessus. Ce type de manœuvre, ardue à réaliser, demande aux 3 pilotes aux commandes de l'avion un certain entraînement, et surtout de ne se focaliser que sur une composante pendant la phase de parabole. Le premier s'occupant uniquement du roulis, le second du tangage et du lacet, pendant que le troisième ajuste la poussée et s'occupe parfois des alarmes qui ont tendance à se déclencher. Un peu comme si l'ordinateur de bord tentait de leur dire « Ok, cette trajectoire de vol est possible, mais peut-être que vous ne devriez pas faire ça ». Et ça n'apporte strictement rien à l'histoire, mais sachez que Pesquet était aux commandes de l'avion. Dans tous les cas, je trouve personnellement ça un peu fou et aussi rassurant, de se dire qu'en réalité, l'avion sur lequel nous avons volé ne diffère pas des A310 utilisés lors des vols réguliers. Certes, ce ne sont pas des trajectoires de vol que l'on est censé réaliser, mais elles sont possibles à encaisser pour l'appareil. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de monter dans un tel avion en partie piloté par un astronaute pour recréer ce phénomène d'impesanteur.
Cela peut également être facilement reproduit sur Terre, en miniature et en beaucoup plus court. Il suffit pour cela de simplement prendre une boîte, d'y mettre des trucs et de la jeter en l'air. Si vous arrivez à lui donner une belle trajectoire en forme de cloche, alors tout ce qui se trouve dedans devrait passer par un éphémère état d'impesanteur. Comme j'essaie et galère à le montrer à l'aide d'une caméra embarquée, filmant en slow motion afin de capturer la brièveté du phénomène. Ici, toute la difficulté réside dans le fait que votre boîte doit, lors de vos lancers, rester aussi stable que possible, ne pas tourner sur elle-même. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, pour faire léviter les éléments que la boîte contient plus longtemps, il faudrait pouvoir l'envoyer plus haut, plus vite, lui faire suivre une parabole plus longue, comme celle décrite par l'avion. Voire idéalement la mener à épouser une trajectoire qui ne revient jamais au sol, c'est-à-dire la mettre en orbite, comme l'est la Station Spatiale Internationale, et dans laquelle il y a des astronautes qui sont continuellement en train de tomber. Ainsi, si dans l'ISS tout semble flotter, c'est qu'à l'altitude de 408 km à laquelle se trouve la station, l'attraction gravitationnelle terrestre qui l'attire et sa vitesse de 28 000 km/h qu'elle possède et qui tend à vouloir l'éloigner de notre monde, s'équilibre et lui permettent d'épouser une trajectoire sur laquelle elle tombe en quelque sorte continuellement de biais, sans jamais atteindre le sol. Et c'est cette chute libre permanente et sans frottement qui permet aux astronautes de vivre en apesanteur. De ce point de vue-là, il est étonnant de penser que si là, instantanément, on vous téléportait dans une grande boîte fermée et sans fenêtre, et dans laquelle vous vous retrouviez en train de flotter en apesanteur, il vous serait strictement impossible de dire si cette boîte est en train de tomber en orbite autour de la Terre ou en train de flotter dans l'espace lointain, éloigné de tout champ gravitationnel. Cette étrangeté fait partie des prédictions de la relativité générale, et elle nous dit qu'il n'y a en termes de ressenti aucune différence entre être en chute libre et ne pas ressentir son propre poids et être éloigné de tout champ gravitationnel. Et on a beau pertinemment savoir qu'en l'absence de frottement d'air pour les freiner, tous les corps, quelle que soit leur masse, chutent à la même vitesse, cela reste une expérience très étrange à vivre quand on est aux premières loges de ce phénomène. Il n'y a là rien de nouveau. Galilée en avait déjà eu l'intuition il y a plus de 3 siècles. En 1971, des astronautes d'Apollo 15 se sont même amusés sur la Lune à le montrer au moyen d'un marteau et d'une plume qui, lâchés en même temps, vont toucher le sol lunaire au même moment. Et pourtant, on a beau le savoir, cela n'en reste pas moins extraordinairement contre-intuitif et fascinant à observer. J'en profite pour préciser que même si l'on parle souvent de vol en 0G, de conditions en zéro gravité, c'est là un abus de langage. Il n'existe pas de chute sans gravité. Cette dernière, que ce soit dans la boîte, l'avion ou l'ISS, n'a aucunement disparu, mais nous n'en ressentons simplement plus les effets. Dans cet environnement, l'absolue légèreté a remplacé la pesanteur du poids pour un temps qui se compte en microsecondes, en secondes ou en possible éternité. Dans la mesure où pour ceux qui sont en orbite dans l'ISS, l'impesanteur ne s'arrête jamais, la station tombant continuellement, accompagnée de tout ce qu'elle contient, matériel et humain, embarquée avec elle dans une chute sans fin qui réduit au silence le fait d'avoir un poids. Et c'est là un point sur lequel il faut insister, venir appuyer, car lors de ces phases d'impesanteur, bien qu'on ne ressente plus la gravité terrestre, celle-ci existe pourtant toujours. Elle n'a pas disparu, elle est juste masquée. Et cela vaut dans l'avion, comme dans l'ISS. Aussi bizarre que cela puisse paraître, à l'altitude de 408 km à laquelle orbite la Station Spatiale Internationale, la force de pesanteur possède encore 90% de la valeur qu'elle a sur Terre au niveau du sol. Pour le dire autrement, si vous construisiez une tour de 408 km de haut, vous pourriez très bien à son sommet tenir debout et sautiller. Vous retomberiez à peu de choses près sur vos pieds, sans vraiment ressentir de différence dans votre poids. À aucun moment à cette altitude, vous ne vous mettriez à léviter. Et pourtant, on est d'accord que dans l'ISS, on peut faire ça. Alors qu'en haut de la tour, ça donnerait ça. Encore une fois, même si la force de gravité qui s'exerce sur nous au niveau du sol est pratiquement la même que celle s'exerçant sur les astronautes en orbite dans l'ISS, ces derniers sont en train de tomber, avec une accélération dont la valeur vient faire taire le champ gravitationnel de notre planète. Ainsi, l'impesanteur est-elle l'absence de tout ressenti de la force de gravitation, à laquelle rien ne vient plus s'opposer, et qui ce faisant sort de notre champ de perception sensorielle. Et là, j'aimerais vous poser une question. Là, maintenant. Dans quel sens êtes-vous? Vous êtes allongé, assis, peut-être debout, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous le savez, sans l'ombre d'un doute. Car la présence de votre poids en est une piqûre de rappel à chaque instant. Mais en impesanteur, aucune direction de l'espace ne vous est imposée.
Il n'y a plus de sens privilégié qui vous dit sur quoi vous posez, aucune force qui vient vous imposer une orientation. Les mots de haut comme de bas, d'à l'envers, d'à l'endroit, deviennent des paroles en l'air. Et c'est peut-être ça le plus déboussolant, cette nouvelle liberté, l'absence de sens privilégié. Ainsi, l'astronaute Jean-François Clairvoy, que vous voyez ici en train d'expliquer le concept des vols en 0G avec une facilité déconcertante, raconte-t-il couramment avoir, lors de ses séjours dans l'espace, toujours choisi pour le plaisir de l'expérience de dormir au plafond. Plafond qui n'est dans l'espace qu'une convention au regard du sens de construction de la station, de la disposition générale donnée aux ordinateurs, et autres machines. Évidemment, lors d'un vol en 0G, l'état d'impesanteur est momentané. Et même si dans l'absolu le plafond reste une convention éphémère, mieux vaut ne pas y être assis quand votre poids va brusquement faire son retour. Mais dans l'ISS, le poids ne revient jamais se rappeler à vous. Et c'est pourquoi le fait d'orienter les images nous en provenant, de telle sorte que les astronautes nous apparaissent comme ceci plutôt que comme cela, est totalement arbitraire. L'état d'impesanteur a pour eux tué le mot vertical, qui polarise leur rapport à l'espace. Maintenant, reconsidérez toutes ces images improbables que vous avez vues de l'intérieur de la station spatiale, à la lueur du fait qu'elles n'ont pas de sens privilégié, que c'est nous, pour ne pas être déstabilisés, qui leur en attribuons un, tout comme nous le faisons d'ailleurs avec notre planète. Et là, peut-être vous demandez-vous comment peut-on être certain d'avoir orienté la station spatiale dans la bonne direction s'il n'y a ni haut ni bas dans l'espace ? Eh bien la réponse tient dans l'usage de 4 gigantesques gyroscopes, qui, au même titre que les plus petits de ces objets, gardent une fois lancés toujours la même direction, comme nous le montre ici l'astronaute Tim Peake. Cet effet de toujours conserver une fois lancé en apesanteur le même plan peut d'ailleurs dans une moindre mesure s'observer, avec un simple hand spinner, comme vous pouvez me voir en train de galérer à le montrer à bord du vol 0G. Et vous serez très certainement heureux de savoir que c'est beaucoup plus facile à réaliser quand on est dans l'espace. Fasciné par la physique des objets en 0G, et à force de me perdre en digression, j'en ai oublié de vous parler de pourquoi, dans le fond, s'embêter à venir faire des expériences en apesanteur, ici dans des vols paraboliques. Quand on y pense, ces chercheurs sanglés de toutes parts et qui enchaînent pendant 2 heures les paraboles dans des conditions passablement compliquées, pourraient très bien bosser dans leur laboratoire, solidement ancrés au sol par la seule force de gravité terrestre. Oui, sauf que c'est justement le fait que les paraboles soient capables de masquer les effets de la gravité qu'ils sont venus chercher ici. Pour eux, l'absence de poids permet d'étudier les phénomènes autrement. Je ne vais pas vous détailler les centaines d'expériences qui tirent bénéfice de cet effet, mais dans le seul vol auquel j'ai participé, certains étudiaient la propagation du feu, l'écoulement de fluide ou la coagulation du sang. D'autres tentaient de trouver la méthode d'intubation la plus efficace quand on est dans l'espace. Et j'aimerais en guise de conclusion revenir sur cette perte de repères déstabilisante qui vous assaille lorsque vous vous retrouvez pour la première fois dans un environnement sans dessus, dessous, dépourvu de poids et qui vous amène à vous dire que c'est définitivement une bonne chose que le ridicule ne tue pas. Car l'étude de cette modification de la perception de votre posture, comme de vos mouvements, peut avoir des résultats très concrets. Mais avant de s'y intéresser, vous serez très certainement heureux d'apprendre que cette perte de repères n'est pas propre aux humains. Comme les Américains ont pu le constater lors de courtes sessions de vol en 0G datant des années 60, et au cours desquelles ils ont emmené léviter avec eux des chats qui, on peut le constater, semblent passablement paumés. Tout comme semblent l'être également des pigeons en apesanteur, et ne pigeant visiblement plus trop dans quelle direction se mettre à voler. Chez les humains, cette déboussolante désorientation l'on peut évidemment par l'expérience et à force d'entraînement arriver à la sublimer. Comme le prouve ici avec grâce l'astronaute Alan Bean, que l'on peut voir des décennies avant l'existence de la Station spatiale internationale, se livrer dans l'éphémère station Skylab à de gracieux exercices de gymnastique en apesanteur. Pourtant, aussi entraînés qu'ils soient, les astronautes, lorsqu'ils arrivent pour la première fois en orbite, sont généralement frappés du mal de l'espace. Ils se sentent souvent un peu confus et désorientés, parfois pris de vertige avec de légères nausées qui s'estompent généralement passé les premières 24 heures, une fois que leur cerveau s'est habitué à recevoir des informations contradictoires en provenance des yeux et de l'oreille interne. Oreille interne dont le liquide qui d'ordinaire nous permet de situer notre corps dans l'espace flotte maintenant dans tous les sens, sans direction privilégiée. En fait, avec le temps et l'expérience, cette désorientation, le cerveau des astronautes apprend à l'ignorer, à faire taire les signaux incohérents provenant du système vestibulaire, responsable des sens du mouvement et de l'équilibre, pour ne pratiquement plus considérer que les informations visuelles pour se repérer. Au point qu'il devient possible, comme nous le montre ici l'astronaute Tim Peake, d'enchaîner les rotations en mode panier à salade, sans être aucunement pris de vertige.
and now it's gone. No, is that quick? Yeah, completely normal. Amazing. Comprendre comment le cerveau s'adapte, construit ses marques, est l'un des enjeux majeurs de la recherche pour tenter de faire d'une pierre en apesanteur deux coups. C'est-à-dire à la fois améliorer le quotidien et la sécurité de ceux qui partent dans l'espace, mais aussi de ceux qui restent sur le plancher des vaches. Si je vous dis perte de repères et d'équilibre, difficulté à estimer les distances des objets, à coordonner les mouvements, je vous parle un peu des premiers jours en orbite des astronautes comme Thomas Pesquet, mais aussi un peu beaucoup de ma mémé. Raison pour laquelle les astronautes servent souvent de cobayes à des expériences pensées par les équipes restées au sol pour mesurer l'impact de l'impesanteur sur leur motricité fine et ainsi récolter tout un tas de données utiles aux chercheurs. Ainsi, l'impesanteur permet de mieux comprendre des phénomènes qui peuvent nous être masqués par la gravité et comme par la négative, sont révélés par son absence, qui, en venant fortement modifier la perception que l'on a de nos sens, nous aide à traiter les pathologies qui peuvent nous affecter. Je n'irai jamais dans l'espace, mais suis tombé en même temps qu'un laboratoire de recherche volant, chutant à la bonne vitesse pour venir comme effacer mon poids. Une expérience déroutante, renouvelée précisément 31 fois, soit cumulée 11 minutes et 20 secondes, à chuter sans frottement en état d'impesanteur. Après 22 secondes d'une énième parenthèse enchantée, nous voilà obligés, pour ne pas finir par s'écraser au sol, de sortir de la parabole. Et la lourde réalité de notre poids se rappelle avec force à nous. Cela fait maintenant une 60aine d'années que l'humanité envoie fréquemment des humains en orbite. En tout et pour tout, moins de 600 personnes ont franchi la fameuse ligne de Kármán, la frontière de l'espace, située à 100 km d'altitude. De quoi en apprendre beaucoup sur nous et la façon qu'ont nos organismes de se comporter en impesanteur, mais aussi de laisser beaucoup d'inconnus, car cumulé, le temps passé là-haut par l'ensemble de tous les astronautes de tous les vols spatiaux ne représente mis bout à bout qu'un siècle et demi d'existence. Un immense merci au CNES et à Novespace pour leur invitation, c'était vraiment hallucinant.